Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je fais une petite intro très rapide pour vous dire que vous allez voir juste après un live qu'on a enregistré avec Nathalie Valentin où on parlait de l'impact de l'enfance et de la naissance sur le fait d'avoir plus tard ou même plus tôt, dans l'enfance ou à l'adolescence, un syndrome de l'imposteur ou aussi tout ce qui peut relever du mal-être, du manque d'estime de soi, du manque d'amour de soi, puisque ce sont aussi les spécialités de Nathalie, qui est à la fois coach dans son propre programme et intervenante dans le mien, donc c'est une collaboratrice également. Je vous fais cette petite intro parce que j'ai coupé le début du live, le temps que les gens arrivent et qu'on mette tout en place. Donc voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps ici. Je vous lance tout de suite dans la conversation que nous avons eue tous ensemble. Si vous avez très envie de poser des questions parce que vous n'aviez pas pu être là au live, mais que vous avez envie quand même d'avoir certaines réponses, faites-vous plaisir, il y a des commentaires sur YouTube et c'est fait pour ça. Donc allez-y, si vous êtes vraiment trop timide pour les commentaires YouTube, syndrome imposteur, non, je recommence, Aurélie, syndromeimposteur.fr, je réponds à toutes les questions. Et si vous n'avez pas encore vu mon webinaire, c'est très grave, je rigole. Néanmoins, vous allez avoir plein de réponses sur votre syndrome de l'imposteur et déjà des pistes pour commencer à vous sentir mieux. Donc dans ce cas-là, je vous invite à aller regarder dans le descriptif de la vidéo, il y a le lien vers le webinaire. Sur ce, je vous laisse ici et je vous laisse voir le live. Bon live à vous. Donc déjà, Nathalie, est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais exactement? Alors, je suis Nathalie Valentin, je suis coach en amour de soi et moi je travaille beaucoup avec les enfants non désirés. Je les aide à s'affirmer et prendre leur place en fait. Et du coup, là en ce moment, donc j'ai une grande spécialité sur l'amour de soi et les enfants non désirés. Depuis quelques mois, je travaille aussi énormément sur les peurs, parce que ce que j'ai remarqué, que c'était que nos peurs nous empêchaient de nous aimer. Et en travaillant en fait avec mes clients, j'ai observé que beaucoup d'entre eux venaient vers moi en me parlant, d'être enfants non désirés, d'avoir une blessure de rejet. Et ce que j'ai aussi beaucoup remarqué, c'est que beaucoup d'entre eux avaient eu des parents toxiques, voire, très maltraitants. Et du coup, maintenant, je commence aussi à me diriger vers, du coup, le sujet des parents toxiques et l'impact que ça a, bien sûr, sur le développement de la confiance en soi et de l'estime de soi tout au long de notre enfance et même, plus tard, et l'impact qu'on peut avoir encore même des dizaines d'années, que cela peut avoir sur nous des dizaines d'années plus tard. Voilà en résumé. Super. Alors, pour que vous puissiez comprendre le lien, parce qu'il y a des fois peut-être que ça va pas vous paraître logique, mais Nathalie et moi, on travaille ensemble. Donc, moi, j'ai un programme dédié particulièrement aux femmes qui ont une problématique autour du syndrome de l'imposteur. Donc, Nathalie, elle y intervient sur le coaching de groupe et aussi en individuel quand il y a des besoins particuliers sur ces thématiques précises. Et donc, de mon côté, pour celles qui ne me connaîtraient pas, qui viendraient de chez Nathalie, donc moi, je m'appelle Aurélie Da Silva. Mon sujet d'expertise, c'est syndrome de l'imposteur. Je vais prendre 2 secondes quand même pour vous le définir parce que c'est pas toujours évident. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir faire cet échange ensemble sur le sujet de comment notre enfance, notre naissance même, peut avoir un impact sur le fait qu'aujourd'hui, on ne se sente pas légitime, pas à la hauteur, pas cette sensation de ne pas avoir le droit d'exister ou de prendre sa place ou de se sentir inutile même. Ça dépend des personnes, il y a plusieurs manières de le vivre. Et donc le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait, d'avoir l'impression, d'être un imposteur, que les autres nous perçoivent d'une manière plus avantageuse qu'on ne l'est en réalité. Il y a un décalage entre l'image qu'on a de soi et ce que les autres nous renvoient. Et donc on peut développer une peur assez forte, d'être démasqué avec cette sensation en réalité de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez compétent, de ne pas être, légitime dans ce qu'on fait comme travail, mais ça peut être aussi dans les relations. Et donc, le problème avec ça, c'est qu'on a tendance soit à s'auto-saboter, soit à se surmener, soit à procrastiner avec tout un tas de symptômes très désagréables du genre, angoisse, stress, fait de se mettre la pression, parfois des symptômes physiques pour certaines personnes quand, le psychologique, vraiment, est très impacté. Donc voilà, n'hésitez pas de toute façon s'il y a quelque chose qui est pas clair à nous dire dans les commentaires.
Et donc, je vais proposer tout de suite, tu disais que ah oui, non, tu avais quelqu'un qui posait la question s'il va y avoir un replay. Oui, il y a un replay et du coup, je vais commencer tout de suite. Nat, je sais que alors toi, tu as bossé longtemps avec, les enfants non désirés. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que c'est un enfant non désiré, en fait? Alors, un enfant non désiré, c'est très facile de savoir si on a un enfant non désiré parce que c'est factuel, en fait. Donc un enfant non désiré, il y a 2 critères, c'est l'un des 2 parents, heu, ou les 2 parents, hein, ça peut être ça aussi. Alors il y a vraiment des personnes déjà qui ne voulaient pas du tout d'enfants, heu, ou c'est des pa l'un ou les 2 parents voulaient un enfant, mais ou plus tôt ou plus tard, enfin en tout cas pas à ce moment-là. Donc c'est la naissance qui n'est pas programmée par l'un ou les 2 parents. Et ou alors la naissance était programmée, mais un ou les 2 parents auraient aimé avoir un enfant du sexe opposé à ce qui est arrivé. Et à ce moment-là, on est non désiré, soit parce qu'on est, bah, le bébé surprise ou alors on était attendu du sexe opposé. Et donc là, vraiment, c'est très, très factuel, mis à part les parents qui parfois, pourraient, comment dire? Avoir honte ou ressentir de la culpabilité de ne pas avoir désiré leur enfant et qui vont garder ça secret. Mais sinon, très souvent, la plupart des enfants, dits non désirés le savent parce qu'on leur a dit quoi que, bah: «Ah tiens, on t'attendait pas à ce moment-là» ou «J'aurais aimé avoir un garçon» ou «J'aurais aimé avoir une fille», ils l'ont entendu quoi. Donc voilà. Donc c'est des personnes qui vont déjà avoir une blessure de rejet, on va dire. C'est leur principale blessure, ça peut être celle-ci et qui va s'activer, déjà soit dans la vie utérine ou soit au moment de la naissance. Mmh. Ouais, c'est ça qui est intéressant avec cette question de la naissance, c'est que, l'enfant n'arrive jamais en terrain neutre. On a déjà projeté énormément de choses sur lui avant même, qu'il arrive au monde et donc il arrive dans un contexte où il y a déjà des attentes sur ce petit être, qui vient tout juste de sortir de l'utérus et donc même si les enfants le conscientisent pas avec des mots, ils comprennent très vite les attentes qu'il y a autour d'eux et c'est un peu le fond du sujet dont on va parler ici, c'est que, justement ces attentes qu'on met sur l'enfant, très tôt, elles nous conditionnent à avoir un certain type de comportement qui, par la suite, peut nous mener à avoir, à se comporter d'une manière en décalage avec ce qu'on voudrait vraiment et ça fait partie des choses qui font qu'on peut se sentir imposteur. Parce qu'on a l'impression qu'on a une certaine façon d'être, authentique, qu'on ne montre pas, une partie de soi importante qui n'est pas visible et on se conforme à ce qu'attendent les autres parce que très tôt dans l'enfance, voire à la naissance, il y avait déjà une attente et où l'enfance a tenté de se conformer alors que, bah, on ne peut pas devenir un garçon si on est une fille et inversement et on ne peut pas faire demi-tour quand on n'a pas été désiré, mais il y a d'autres situations qui mènent au même résultat. Exactement. C'est intéressant ce que tu dis à propos des attentes sur l'enfant parce qu'il y en a qui sont tout à fait conscientes de la part des parents et qui sont dites, heu et du coup, ben, les enfants vont vivre avec. Alors soit ils vont se rebeller ou soit ils vont s'y conformer. C'est vrai que c'est pas évident de trouver la voie du milieu qui est: «Qu'est-ce que je veux moi vraiment?» Et ça, c'est un des grands challenges, notamment quand, il y a des attentes qui sont placées sur les enfants, quoi. Et parce que, bah, c'est hyper dur, en fait, parce que comme tu disais, du coup, quand il y a des attentes sur les enfants, ils vont vouloir s'y conformer au maximum pour être aimés de leurs parents. Parce que là, il y a clairement une condition, si tu veux être aimé, tu dois faire ceci ou tu dois être comme cela. Donc c'est vraiment on les reconnaît bien, c'est des personnes qui font plaisir à tout le monde, en fait. Qui d'abord vont tout faire pour plaire à leurs parents et après ça va s'étendre à des cercles plus larges et c'est des personnes qui passent leur temps à vouloir être une gentille personne, à vouloir faire plaisir et cetera et cetera. Et ce qui est intéressant aussi, c'est aussi les attentes qui ne sont pas conscientes qu'on peut avoir sur nos enfants ou qu'on a pu recevoir de la part de nos parents et qui n'ont pas été dites. Mmh. Et même si c'est inconscient chez le parent et inconscient chez l'enfant, pourtant c'est là. Et l'enfant va les capter tout autant, hein. Que ce soit conscient ou inconscient chez le parent, l'enfant les capte et va vouloir s'y conformer Mmh. pour être aimé. Ouais, complètement et en fait, alors déjà, c'est important qu'on le dise ici parce que si vous êtes là, il y a pas de hasard, c'est que probablement tout ça vous parle. Il y a pas de culpabilité à vouloir être quelqu'un, qui fait plaisir aux autres. Il y a pas de mal avec ça et vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que en réalité, vous faites plaisir aux autres pour vous sentir aimé ou accepté ou par peur du rejet. Heu, Lâchez tout de suite cet aspect, Mmh. culpabilisant, il est pas à votre service.
C'est pas ce qu'on essaie de dire ici. Ce qu'on essaie juste de vous expliquer, c'est que souvent les personnes qui ont ce comportement-là, il y a cette blessure-là qui est là à la base. L'idée, c'est pas de rajouter à la blessure, un jugement en plus sur le comportement. Oui, Voilà, donc oui. O je disais ça en toute bienveillance. L'idée, c'est juste de prendre conscience que c'est là et voilà, c'est simplement oui, c'est vraiment inviter à la prise de conscience, quoi. Se rendre compte qu'il y a ces mécanismes-là qui peuvent se jouer en nous éventuellement et de juste de les repérer et de se dire: «Bah, comment je peux faire autrement pour être moi-même», parce que c'est tout ce dont auquel on aspire chacun, je pense, à être au maximum nous-mêmes, à nous accepter au maximum tel qu'on est, à nous aimer tels que nous sommes chacun, pour se sentir libre de faire ce qu'on souhaite vraiment faire, quoi. Et c'est vrai que mmh, c'est pas toujours évident. mmh. Et tu as bien fait de le dire que c'était la peur, enfin, ça peut être la peur du rejet, pour d'autres, ça peut être la peur de l'abandon, mais en tout cas, c'est toujours la peur qui va, nous motiver à entre guillemets, qui va à ne pas être exactement nous-mêmes et à vouloir nous conformer à ce qui est attendu de nous ou ce qu'on pense qui est attendu de nous. Ouais, alors je vais peut-être un peu rapidement, mais je le dis maintenant, sinon je vais oublier. Mmh. Je faisais le rappel sur le fait qu'on c'était dit avec bienveillance parce que Mmh. moi je connais Nathalie et celles qui la connaissent aussi savent qu'il y a pas de souci avec ça, mais c'est toujours bien de le poser pour que vous sachiez que voilà, Mmh. tout va bien avec ça. Mais sur le fait d'être, typiquement l'enfant, d'avoir été cet enfant qui a essayé de faire plaisir. Alors quand on dit se conformer, c'est pas forcément avoir fait les études que vos parents ont voulu que vous fassiez. Moi par exemple, je suis vraiment l'exemple de la catastrophe, familiale de, «Vilain petit canard, j'ai tout fait à l'envers». Mais ça peut être dans des choses, plus, subtiles. Ça va être dans la vie de tous les jours, d'être très attentive, à pas décevoir, à pas mettre en colère, à pas faire vivre des émotions désagréables. Et ce qui peut arriver avec les personnes avec lesquelles on travaille ou en tout cas les personnes qui essaient de dépasser ce fonctionnement-là, c'est qu'il peut y avoir une peur du coup, de changer parce que la question c'est: «Qui est-ce que je deviens quand, je ne suis plus, cette personne qui est entre guillemets «uniquement gentille» ou qui fait plaisir?» Et ça c'est pas évident à travailler parce que ça veut dire retravailler son identité, qui on a envie d'être et je vous rassure d'avance, si vous êtes une personne gentille et tournée vers les autres, ça ne va pas changer d'un coup. Voilà, ça c'est qui vous êtes. Par contre, vous pouvez, changer de degré, le degré d'attention que vous portez aux autres ou ce que vous leur donnez et cetera. Et alors, je vais faire un truc qui ne se fait pas, mais ça a sonné à ma porte et je crois que j'ai laissé la clé sur la porte et que mon conjoint est coincé dehors. Donc, je vais laisser Nathalie prendre le relais et je reviens tout de suite. OK, ça marche, je prends le relais. Moi aussi, j'entendais sonner, je me demandais, chez qui c'était. Du coup, je lis le commentaire de Christelle, pour patienter. Je me reconnais beaucoup là-dedans, dans le fait de toujours faire plaisir, être aux petits soins pour l'autre, toujours donner, 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 de l'amour, du soutien, de la présence, des attentions et effectivement, ça fait pleinement partie de moi. Effectivement, quand on dit: «Il ne s'agit pas d'arrêter tout ça et de devenir méchante» et ce que j'aime beaucoup, comme moi je parle beaucoup d'amour de soi, il y a beaucoup de personnes qui disent: «Oui, mais attends, l'amour de soi, c'est égoïste». Et parfois, on pourrait avoir peur de devenir égoïste et il ne s'agit pas, de devenir égoïste. Moi, j'aime beaucoup donner cette, définition de l'égoïsme qui vient de Lise Bourbeau et qui est de dire que l'égoïsme, c'est pas de penser à soi ou de se faire passer avant les autres, c'est de vouloir que l'autre s'occupe de moi avant lui-même, s'occupe de mes besoins avant les siens. Et heu et moi, je sais que cette, définition d'égoïsme m'a vraiment fait beaucoup de bien de l'entendre et de l'intégrer. Et du coup, quand on a tendance, en fait, l'idée aussi, c'est que les personnes qui, en tout cas, qui sont à ce point-là dans la peur, OK, elles vont s'occuper des autres, mais souvent, ça va être aussi à leur détriment. C'est-à-dire qu'elles vont vouloir continuer d'être aux petits soins pour les autres, même si elles sont fatiguées. C'est le là où entre il y a jamais rien de mal, bien sûr, à penser aux autres, à s'occuper des autres et cetera, mais c'est juste de savoir où est-ce qu'on met le curseur, quoi. Et quand le curseur est poussé trop loin et que je m'épuise et que je m'oublie totalement pour m'occuper des autres, c'est là où, entre guillemets, moi, j'accompagne les personnes à replacer un peu le curseur et à dire: «OK, continue de t'occuper des autres, mais ne t'oublie pas dans cette histoire-là, en fait». Est-ce que tu veux bien me redonner la définition d'égoïsme que tu as donnée? C'est la définition de Lise Bourbeau qui dit que, l'égoïsme, ce n'est pas de penser à soi ou de se faire passer en premier, c'est de vouloir que l'autre s'occupe de mes besoins avant les siens. C'est Mmh. ça l'égoïsme. Mmh. Et ça, chez les parents toxiques, on le reconnaît énormément parce que chez les parents toxiques, alors il peut y avoir toutes sortes de parents toxiques, hein, mais il y a souvent ce qu'on va retrouver, c'est que enfin, c'est que le parent devient il y a souvent les rôles qui s'inversent, en fait. L'enfant qui devient le parent
et le parent qui devient l'enfant. Et là, à ce moment-là, le parent est égoïste parce qu'il demande à son enfant de s'occuper de ses besoins avant les siens et souvent l'impact qu'on peut retrouver plus tard quand, ces personnes sont devenues adultes, déjà, c'est de toujours être, comment à continuer de s'occuper énormément de leurs parents, alors qu'eux-mêmes ont leur vie, ont leurs enfants et cetera et donc déjà, ils sont mais over busy et en plus, ils continuent de grave s'occuper de leurs parents et ah zut et des fois, je perds le fil de ma pensée et ça vient de se produire. J'ai oublié la fin de ma phrase. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Enfin, il y a ces rôles qui s'inversent, quoi et du coup, quand l'enfant devenu adulte veut enfin s'occuper un peu de lui, il y a les parents qui disent: «Mais tu es égoïste» et généralement enfin, moi, je sais que quand on me traite d'égoïste, je sais qu'en face de moi, j'ai un égoïste. Mmh. C'est celui qui veut que je m'occupe de lui avant que je m'occupe de moi et c'est toujours là où moi, je reconnais les égoïstes personnellement. Ouais, j'aime bien aussi cette image et puis c'est ce que je dis en général, si vous avez peur d'être quelque chose, peur d'être égoïste, peur d'être prétentieux, peur, de prendre trop de place, c'est que probablement vous le serez jamais, ni égoïste, ni prendre trop de place, ni parce que les personnes qui le sont, elles n'ont pas peur de le devenir. Donc c'est un garde-fou que vous avez en trop, en fait. Vous allez jamais aller vers ça, c'est juste pas qui vous êtes, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Et je confirme, mon conjoint a été torse nu, coincé devant la porte après son truc de course à pied, donc il a été sauvé, donc tout va bien. Oui, OK et tu parlais de je rebondis sur ça, même si voilà, c'était le côté, même s'ils sont super busy et tout. Parce qu'on là, on a parlé du fait de correspondre aux attentes de nos parents dans l'enfance, qui fait que, bah, on va se conformer à une certaine manière d'être. Et en fait, il y a plusieurs manières, en fait, d'avoir la sensation de ne pas correspondre à ce que les parents attendaient. Donc on parlait du fait d'avoir été non désiré ou désiré fille quand on est garçon ou inversement. Mais il y a aussi le fait d'être un enfant qui ne correspond pas à ce qui était attendu. Ça peut être des choses, très simples, ça peut être aussi être un enfant, qui a beaucoup d'énergie, qui dort pas la nuit, qui est très, à l'inverse de ce que les parents auraient aimé avoir, un enfant calme, sage, donc on est fier de le montrer et cetera et tout et tout. D'avoir été, zèbre au potentiel ou d'avoir une spécificité, qui fait qu'on ne fonctionne pas exactement comme les autres, enfants ou comme ses frères et sœurs. Et au-delà de ces attentes, ci, il peut y avoir aussi, ce que le parent met comme, poids, comme rôle sur l'enfant. Par exemple, sur les aînés, typiquement, eux, c'est pas tellement qu'on les accepte pas comme ils sont, c'est souvent on leur demande de, jouer le rôle de l'exemple. Du coup, l'exemple, c'est pas quelque chose de libre et de créatif, hein. Un enfant qui donne l'exemple, c'est un enfant qui est sage, qui a des bonnes notes à l'école, qui se tient toujours bien. Enfin voilà, il y a un protocole strict de ce que c'est un enfant qui montre l'exemple et quand on est, concentré sur ça, hem, le souci, c'est que ça laisse plus tellement de place pour l'enfant pour se construire par lui-même d'une manière qui lui ressemble. Donc on finit par arriver à l'âge adulte à ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc ça, c'est une des manières, le fait d'avoir été l'aîné. On peut aussi, en ayant été l'aîné, avoir eu cette problématique de: «Je veux décharger, mes parents, d'un souci parce que mes autres frères et sœurs demandent de l'énergie déjà». Et ça, c'est une logique qui est valable aussi pour toutes les personnes qui ont grandi dans un contexte où, il y avait des difficultés dans la famille, soit un frère ou une sœur qui était différent ou malade, un handicap ou, des problématiques familiales du genre, ben, des dettes ou, des disputes, une séparation. L'enfant très jeune peut se mettre en tête, soit parce qu'on lui a dit, soit parce qu'il l'a déduit lui-même, hein. Il n'est pas question d'accuser les parents de quoi que ce soit, mais il peut se mettre en tête que, il faut qu'il se conforme, il faut qu'il prenne le moins de place possible et qu'il fasse le moins de bruit, qu'il soit le moins de poids pour la famille, pour alléger la charge et du coup, que c'est par ce biais-là aussi qu'il sera aimé. Et typiquement, c'est des contextes où, les parents, remercient et félicitent leurs enfants parce que, bah, ils sont sages, parce qu'on n'a pas besoin de s'occuper d'eux, parce que ceci, parce que cela. Alors ça, c'est super parce que quand on félicite un enfant d'être super autonome et qu'on n'ait jamais besoin de s'occuper de lui, bah, qu'est-ce qu'il fait? Plus tard, il demande jamais rien à personne, il se débrouille tout seul. Puis dès qu'il faut demander quelque chose à quelqu'un, c'est la fin du monde et du coup avec,
plus tard la difficulté à demander de l'aide là où c'était légitime de demander de l'aide. Tu voulais réagir sur ça, Nathalie? Bah, il y a une question, il y a Sophie qui m'a posé une question à moi en direct en fait, qui Ouais. demandait: «Pourriez-vous développer s'il vous plaît le lien entre parents toxiques et imposture?» Donc là, par exemple, tout ce que vient d'expliquer Aurélie à propos de ce qui est attendu sur, l'enfant, là, elle donnait l'exemple de l'aîné, mais c'est typiquement, les parents peut-être ne s'en rendent pas compte, mais sont toxiques en ayant des attentes comme ça envers les enfants. Peut-être que là, je peux raconter un peu ce que c'est qu'un parent toxique. Parce que les parents toxiques, peut-être que la définition que moi j'en avais encore il y a pas si longtemps que ça, moi je voyais vraiment des parents violents, soit physiquement, soit psychologiquement ou même sexuellement, quoi. Vraiment des parents maltraitants et agressifs envers leur enfant d'une façon ou d'une autre. Et en fait, la définition est beaucoup plus large que ça du parent toxique. Donc en fait, un parent a 5 devoirs essentiels, on va dire. Le premier, c'est bien sûr de subvenir aux besoins de son enfant, aux besoins matériels de son enfant, donc le vêtir, le nourrir, lui mettre un toit sur la tête et cetera, veiller qu'il soit en bonne santé, lui donner des soins. Le second devoir qu'il a, c'est d'être un support émotionnel, quoi, de de faire en sorte que son enfant ne souffre pas émotionnellement ou en tout cas le moins possible, de le protéger de souffrances émotionnelles, voilà, c'est ça le terme. Le protéger de souffrances physiques aussi. Il doit aussi lui donner des valeurs morales ou et des limites. Donc là, c'est toute l'éducation qu'on donne à un enfant, donc de dire bonjour et cetera, de se coucher à telle heure, enfin ce genre de choses. Et le cinquième m'échappe. C'est toujours comme ça, il y en a toujours un qui échappe. Bon, je verrai s'il me revient, mais c'est assez basique aussi, j'ai oublié. Oui, c'est de lui donner de l'attention, voilà. Et à partir du moment où un parent, ne répond pas à l'un de ces 5 devoirs, il commence à avoir un comportement toxique en tout cas. Et après les comportements toxiques peuvent être très, très répétés et très, très forts en fait. Là encore, c'est des questions de curseur. Donc voilà, il y a les parents toxiques. Donc effectivement, les parents toxiques, il y a les parents maltraitants, mais des fois aussi ça peut être un parent malade. Donc aussi ce que vient d'évoquer, Aurélie. Donc si on a un parent, qui est peut-être dépressif ou qui a je ne sais pas quelle maladie, peut-être qui a un cancer et cetera et du coup qui, à ce moment-là, va faire peser le poids de ses problèmes, on va dire d'adulte ou ses problèmes de santé sur son ou ses enfants. Même s'il ne le fait pas exprès, même si, il fait son maximum ou autre, ben, il a quand même à ce moment-là, il commence à avoir des comportements toxiques et du coup avoir des attentes sur son enfant qui ne sont pas entre guillemets des attentes, je dirais entre guillemets «normales», qu'on n'est pas censé avoir sur un enfant, quoi. Un enfant, il n'est pas censé grandir aussi vite que ça et mûrir aussi vite que ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, du coup, l'enfant va faire son maximum pour se conformer à tout ça. S'il y a besoin d'aide et que c'est l'aîné, bah, il va aider à s'occuper du plus petit, il va peut-être faire le ménage, alors qu'il a que 10 ans. Il va peut-être commencer à faire la cuisine très, très jeune et cetera, quoi. Et tout ça, c'est finalement, c'est pas OK, quoi. Si c'est un devoir pour lui et c'est ce que sa motivation, c'est pas de s'amuser en cuisinant, parce qu'on peut aussi s'amuser en cuisinant avec ses parents, mais si sa motivation, c'est de soulager ses parents d'un poids, c'est là, à ce moment-là, où on perd l'équilibre, en fait, et où ça commence à devenir toxique. Et du coup, bah, de vouloir répondre à ces attentes-là, ensuite, on le retrouve plus tard. Et c'est comme ça, en fait, qu'on développe son syndrome d'imposteur aussi. Ça, je pense que Aurélie, tu l'expliqueras mieux que moi, je pense, pour répondre à la question de Sophie. Ouais, en fait, j'avais envie de rajouter aussi, mais je pense qu'on va en parler parce que c'est un gros sujet, quoique le temps passe vite. Hem, la problématique de fond aussi qui vient avec tout ça, c'est qu'au-delà du fait que l'enfant se conforme aux attentes et où du coup il n'a pas la liberté de se développer tel qu'il aurait voulu et avec un décalage entre son élan à lui, naturel, vital, et ce qui est attendu, l'espèce de carcan dans lequel il se met lui-même, il y a le fait aussi qu'il imprime quelque chose de l'ordre du je ne peux être aimé que quand je suis de telle manière. C'est-à-dire, c'est un amour qui est conditionné et il n'a le droit d'exister, d'être aimé que quand il correspond à ça. Et donc, le résultat, c'est qu'à l'âge adulte, inconsciemment, on continue à courir après ça. Et dès qu'on s'autorise à ne plus être dans ce qui fait qu'on pense être acceptable, on pense être légitime, à la hauteur, aimable, tout ça, il y a une espèce de peur panique parce que pour l'être humain, éviter le rejet, c'est un des trucs fondamentaux. C'est très bizarre parce que, on pourrait penser qu'il y a d'autres peurs, qui peuvent, être plus importantes que celle-là. Il y en a, hein, mais en fait, elle est vraiment très
très fondamental chez l'être humain parce que notre survie pendant des milliers d'années a été liée au fait d'être intégré à un groupe et encore aujourd'hui, on le voit, les taux de mortalité sont super élevés chez les personnes qui sont isolées. Donc c'est indispensable pour l'être humain d'être relié, d'être en connexion avec les autres. Et là, aujourd'hui, même si on risque plus d'être attaqué par un prédateur, si on n'a pas, si on ne fait pas partie d'un groupe, il n'empêche que c'est vécu d'une manière très violente, et que c'est associé inconsciemment à des peurs de mourir. Donc le fait que la peur du rejet soit aussi dure à vivre et qu'on est capable de faire des trucs où avec le recul, on peut se juger soi-même en se disant: «Mon Dieu, c'est pas possible de se comporter comme ça juste par rapport à la peur du regard des autres». Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. La peur du regard des autres, il y a énormément de personnes qui l'ont. Donc, un des tout premiers pas, de toute façon, pour vous sortir de tout ça, c'est commencer à développer de la compassion envers vous-même. Et c'est aussi tout l'objet de ces explications qu'on vous donne, parce que plus vous comprenez pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, plus c'est facile aussi de lâcher le poids, de se dire: «Non, mais pourquoi je suis comme ça? C'est pas possible», et cetera. Non, respirez. Vous avez de bonnes raisons d'être comme vous êtes et c'est que vous avez fait un parcours qu'aujourd'hui, ben, la vie vous a amené à vous rendre compte que vous avez cette problématique et peut-être que vous avez envie de la dépasser et ça, c'est très chouette. Mais arrêtez de vous juger parce que ça, vous ne faites que renforcer le problème. Et alors pour répondre à: «Est-ce que tout le monde pourrait avoir un syndrome de l'imposteur?» Énormément de gens ont un syndrome de l'imposteur dans des situations où, tout simplement, ils sont hors de leur zone de confort, où on leur demande de faire quelque chose qui n'est pas, habituel pour eux. Mais souvent, c'est des personnes pour qui le syndrome de l'imposteur, ça va durer quelques jours ou quelques semaines et hop, ça part. Par contre, le entre guillemets, «le vrai syndrome de l'imposteur», celui qui dure dans le temps et qui devient douloureux, qui empêche de bien vivre, tout le monde ne l'a pas, non, heureusement. Par contre, c'est quand même très répandu et si vous en parlez autour de vous, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Alors, il y a des personnes qui ne comprendront absolument pas, qui vont vous demander: «Mais c'est quoi ton problème?» Bon, laissez ça de côté, n'allez pas plus loin. Vous pouvez toujours aborder le sujet en disant: «Oh, ça te parle, syndrome d'imposteur?» tout ça. Moi, je propose toujours d'en parler aux personnes qui l'ont autour d'elles parce que souvent, ça permet déjà de libérer quelque chose, de se rendre compte qu'on n'est pas seul là-dedans que, au-delà de nos parents et de ce qu'on s'impose à nous-mêmes, notre société nous met un poids énorme sur à quoi on devrait ressembler, qu'est-ce qu'on devrait avoir accompli à tel âge, comment est-ce qu'on devrait se sentir. Il y a des injonctions à partout au bonheur, à être une bonne mère, un super employé, un super chef d'entreprise, un super parent et ne vous en rajoutez pas. Mais du coup, si vous en parlez, vous allez voir que, vous n'êtes pas seul sur ça. Et oui, je ne sais pas si on peut dire guérir pour le syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, on peut apprendre à le dépasser. Il va ressurgir dans les moments vraiment où vous êtes hors de votre zone de confort, parce que c'est votre fonctionnement très ancré de base. Mais une fois que vous avez appris à comment faire pour le désamorcer, il ne va plus vous envahir. Vous allez être capable de juste le voir, lui faire coucou et passer votre chemin, quoi. Vous n'êtes plus obligé de vivre avec en le tenant par la main. Hem et Esther posait une question sur le fait d'être, l'enfant du milieu de la fratrie. Tu Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à dire sur ça, Nathalie? Bah, alors moi, on était 3 à la maison et puis elle parle de diviser pour régner entre l'aîné et son cadet et bah, alors moi, on était 3, j'ai pas observé ça avec ma sœur du milieu, elle faisait pas ça. Je sais pas si c'est le rôle du troisième. e Quelles conséquences ça implique? Enfin déjà, voilà, moi j'ai jamais vu que le troisième, enfin que le deuxième était là pour diviser et régner, entre son aîné et son cadet. Ça, je savais pas en fait. Je l'ai pas particulièrement observé, j'avoue. Après, un peu toujours pareil, je pense, tu sais, que chacun des enfants, qu'il soit le premier, le deuxième, le troisième ou le énième, je pense qu'à chaque fois, il y a peut-être des attentes inconscientes différentes qui sont placées sur chacun des enfants et je pense que, en fait, il y a pas vraiment de réponse toute faite à cette question-là. Il faut voir vraiment le détail de la dynamique qu'il y a eu entre les frères et sœurs parce que, alors je ne sais pas si Esther a eu des parents toxiques, mais aussi parfois c'est une chose que j'ai dont j'ai pas parlé encore, mais parfois les parents toxiques vont faire clairement des préférences sur un enfant pour une raison X ou Y, ou sur 2 enfants, ou alors il va y avoir, genre j'aime, tous mes enfants sauf un, que je vois pas, qui doit en faire des caisses pour que je le regarde et que je le félicite de quelque chose et il y a des dynamiques comme ça qui se mettent en place et c'est les parents qui mettent ça en place, pareil encore consciemment ou inconsciemment et qui du coup vont, créer peut-être des rivalités entre les frères et sœurs
Et ça, c'est après, c'est à voir au cas par cas, bah, qu'est-ce qui s'est passé exactement, bah, dans la famille d'Esther ou dans d'autres familles, parce que je crois que là-dessus, on peut pas vraiment faire de généralité, en fait. Ouais, je suis assez d'accord sur ça, ça dépend du contexte. Il y a pas mal de choses différentes, de à quel moment de leur vie cet enfant est arrivé, de comment était le contexte, de comment ça a été accueilli. Enfin, il y a plein de choses différentes. Il y a pas de toute façon pas que la place dans la fratrie, hein, qui fait, le syndrome Mmh, de l'imposteur ou un certain mal-être, il y a plein de choses différentes. mmh. Et du coup, je vois là le message de Sophie parce qu'il était en il était pas partagé à tous, donc je viens de le voir. Donc elle disait: «Le sentiment d'imposture serait donc lié au fait d'avoir, tellement intégré le fait de devoir se sacrifier, ou ne pas prendre trop de place pour être aimé qu'on finit par entretenir l'impression de ne pas répondre aux attentes pour continuer à se sacrifier». En fait, pas exactement, c'est plutôt que, on a intégré vraiment ce message inconsciemment, que nos parents nous l'aient donné ou qu'on les déduit, hein, faut bien remettre les choses à leur place. Nos parents tous les parents ne sont pas avec une mauvaise volonté. Par contre, tous les parents font des erreurs et c'est normal et c'est peut-être le pire de tout, c'est d'avoir des parents parfaits. Je ne le souhaite à personne parce que, voilà, il y a d'autres problématiques qui viennent avec, l'impression d'avoir eu des parents parfaits. C'est plutôt qu'on en déduit le fait que, par exemple, là, dans ce cas-là, pour répondre à Sophie directement, le fait de devoir se sacrifier ou pas trop prendre de place, c'est qu'on est acceptable que quand on ne prend pas trop de place et que quand on se sacrifie. On est aimable que dans cette situation-là et donc, bah, si on vous disait: «Ben, pour être aimé, il faut absolument, faire la danse des claquettes à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un». Si vous l'avez suffisamment intégré, vous allez faire une danse des claquettes à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un. Je prends un exemple absurde, mais au moins c'est clair. Bah, là, c'est la même chose, sauf que c'est un comportement beaucoup plus subtil, évidemment, qui est de trouver l'endroit où je vais pouvoir me sacrifier et prendre le moins de place possible dans la relation. Et ce qui est assez magique, c'est que, les êtres humains, on capte beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Et donc si vous êtes dans une dynamique de: «Il faut que je me sacrifie, pour être aimé», vous allez attirer quelqu'un qui a besoin absolument d'avoir quelqu'un qui se sacrifie pour lui, pour se sentir aimé. Donc ça va faire des superbes couples toxiques ou des amitiés compliquées, ou des relations de travail toxiques aussi. J'ai beaucoup de personnes qui, ont vécu des situations de harcèlement ou, avec, ce que certains appellent des pervers narcissiques. Alors, l'objet n'est pas de dire que c'est de votre faute si vous attirez quelqu'un comme ça. C'est juste de vous éclairer sur le fait que, le fait de garder ces blessures et de ne pas les soigner, le risque, c'est comme, une pièce de puzzle, il y a un autre, morceau en face qui vient, qui s'emboîte. Bah, tant qu'il y a un creux chez vous, il y a un plein en face qui n'attend que de remplir ce creux et ben, les ça donne des espèces de névroses complémentaires. Donc c'est pour ça, il faut être vigilant sur ça. Je Du coup, entre-temps, il y a Esther qui nous a répondu en disant qu'effectivement, son père était tyrannique et l'avait instrumentalisée, elle, pour détruire sa sœur. Et bien sûr, oui, oui, ces blessures persistent, bien plus tard, pendant comme je disais, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ce qu'il faut savoir que c'est que ces blessures, on peut vraiment les guérir et s'en libérer, hein. Moi-même, j'ai eu des parents toxiques et j'ai déjà bien avancé sur, on va dire, la guérison de ces blessures-là, parce que ça laisse beaucoup de trauma, en fait. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des parents toxiques? Peu importe les parce qu'il peut y avoir vraiment mais une infinité de scénarios différents qui va se passer dans la famille, avec les frères et sœurs, si on a des frères et sœurs ou pas. Et en fonction de ça, forcément, ça va laisser des traumas et énormément de peur. Et ça, tant qu'on n'arrive pas à nettoyer ça et à sortir ça de nous, hem, ça va rester là et on va toujours réagir au quart de tour dès qu'il y a quelqu'un qui va avoir un comportement, où on va revivre une situation qui nous rappelle un truc. D'ailleurs, c'est souvent, on s'en rappelle même pas, c'est parti dans l'inconscient, mais il va se passer des situations, ça va appuyer comme un bout sur un bouton chez nous et clac, on va démarrer en automatique sur nos peurs ou par rapport à un trauma et c'est là où après coup, on se dit: «Mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris?» Mais on part vraiment en automatique mais en tout cas, ça peut vraiment se désactiver tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ou quoi ou qu'est-ce, c'est juste qu'on désactive et que du coup, les gens après peuvent appuyer sur les boutons en faisant exprès ou pas et il ne se passera plus rien, il y aura plus de réaction automatique. Donc vraiment tout ça, on peut s'en libérer Esther. C'est important de savoir que c'est possible et pour répondre aux commentaires de Nadia qui dit: «Il est aussi possible que ce soit un point de vue de l'enfant que le parent soit toxique». Heu Honnêtement, moi, déjà, la plupart des personnes que j'accompagne, c'est pas eux qui me disent que leur parent est toxique. Ils le formulent pas du tout comme ça. Moi, je leur pose une question très, très simple parce que j'ai observé que souvent, ça revenait chez mes clients.
je leur demande toujours une question très ouverte, c'est: «Et quand tu étais petit, comment ça se passait avec tes parents?» Et là, direct, ils me racontent l'histoire et honnêtement, Nadia, c'est quand même assez factuel. Il y a quand même des choses qui sont vraiment pas claires du tout dans les comportements des parents et qui vont créer du trauma et des peurs ou des tensions dans la famille ou entre les frères et sœurs, des rivalités et cetera. Donc c'est pas juste un point de vue de l'enfant. Honnêtement, ça reste quand même assez factuel. Et du coup, c'est moi qui dis à mes clients le plus souvent: «Ah ouais, ton parent était toxique en fait». Peu importe ce qu'on me raconte, hein. Si on me dit: «Bah, ma mère était dépressive, j'ai dû beaucoup m'occuper d'elle». OK, elle était malade, elle a fait de son mieux, mais néanmoins, bah, ça a créé une toxicité. Donc enfin, ouais, voilà, juste pour dire, non, c'est pas qu'un point de vue de l'enfant et c'est quand même assez factuel et les personnes mentent, rarement, hein, là-dessus. Je pense pas. Pour répondre à ça aussi, par contre, là où je rejoins, Nadia, c'est Mmh, sur le fait que l'enfant peut déduire quelque chose de ouais. la part de ses parents qui va être vécu de manière traumatisante, Mmh. alors que l'intention n'était peut-être pas, d'être, maltraitant. Ça, c'est possible. OK, ouais, je vois ce que tu veux dire, OK. Ouais, on voit des situations, il y a tout un débat, chez les gens qui, sont spécialisés dans la petite enfance sur, est-ce qu'il faut laisser les bébés pleurer ou pas? Enfin, Mmh. tout le débat, c'est de savoir est-ce qu'on va les traumatiser ou pas? Parce que, ben, en fait, l'intention de la mère en laissant l'enfant pleurer, c'est évidemment pas de lui donner la sensation qu'il est abandonné. Il n'empêche que c'est compliqué de savoir comment cet enfant va qu'est-ce qu'il va déduire de cette situation et pour la même situation, des enfants vont réagir complètement différemment. C'est ce qu'on voit aussi dans des fratries où certains vont garder une très bonne relation avec leurs parents et tout va bien et un autre, au contraire, va être scandalisé de ce qui est arrivé, ne va pas supporter certaines choses. Chacun a sa sensibilité et à ça aussi, on n'en Mmh. a pas parlé, mais dans les choses qui créent très facilement, un syndrome de l'imposteur et plus générale un mal-être, il y a le fait d'être d'une sensibilité particulière. Si vous êtes hypersensible, parce qu'il y a des choses pour lesquelles, vous pouvez, subir vraiment quelque chose de l'ordre du traumatisme, là où ça n'aura pas fait quelque chose, à un autre, enfant ou à un autre adulte même, parce que vous vivez les choses 10 fois plus fort. Alors, ça se travaille évidemment, hein, pour, réussir à vivre les choses avec un petit peu plus de distance et à accepter aussi de vivre ses émotions. Hem et je vois Christelle poser la question, «Mais du coup, comment on se nettoie et se défait de ça?» Alors, il y a plusieurs, approches. Nathalie et moi, on est toutes les 2 coachs. Donc nous, notre travail, c'est pas du tout de repartir sur l'enfance et de tout refaire, l'histoire parce que c'est pas comme ça qu'on travaille en coaching. En coaching, on travaille plutôt sur le: «OK, ta problématique, c'est ça. Aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, comment est-ce que tu fais pour changer les choses, pour vivre les choses avec plus de légèreté et pouvoir avoir un comportement qui est plus adapté à la personne que tu as envie d'être?» Parce qu'en fait, comprendre ce passé, ça peut être très intéressant, notamment pour développer de la compassion envers soi. Mais même si on ne comprend pas, en fait, on peut quand même régler les choses. C'est ça qui est assez, chouette et magique parce qu'on peut passer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années en thérapie pour essayer de comprendre d'où vient le problème. Même pour les personnes qui ont compris, elles savent pas toujours ensuite: «Bah, OK, j'ai compris, c'est parce que mon père a fait ça et ma mère ça et maintenant?» Et c'est souvent comme ça d'ailleurs que moi, en tout cas, je reçois les personnes en coaching. Souvent, elles ont fait un parcours en thérapie qui les a aidées et qui leur a pas permis de savoir, ben, OK, comment je change de comportement maintenant? Parce que, c'est super intéressant de savoir d'où ça vient et c'est précieux parce qu'on se comprend mieux soi-même, mais ça suffit souvent pas. Est-ce que tu veux expliquer un peu de ton côté, Nathalie? Du coup, effectivement, moi, je travaille énormément sur les peurs et là, en ce moment, je suis en train de me former pour, pouvoir, aider les personnes à se libérer des traumas. Donc pour les traumas, la technique, elle sera légèrement différente de celle du coaching, mais dans tous les cas, on n'est pas, c'est pas du tout un travail effectivement d'analyse du passé ou quoi que ce soit. C'est vrai que moi, par exemple, ma technique sur les peurs pour, dégommer les peurs, on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient en fait et ça marche quand même. Donc c'est vrai que des fois ça surprend les gens de dire: «Oui, mais si je sais pas d'où ça vient alors», beh, ouais, on peut quand même résoudre enfin, se libérer de nos peurs, de ce qui nous freine sans savoir d'où ça vient. Parce qu'on considère quand même que 90 de notre, personnalité est dans l'inconscient Mmh. et du coup on peut passer beaucoup de temps en fait dans le champ de conscience, il y a que 10. Donc c'est très, très peu en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai peut-être peur du regard des autres?
je vais avoir 10% de l'explication dans mon champ de conscience et 90% dans mon inconscient. Donc ça sert à rien de passer des mois ou des semaines, à essayer d'aller chercher dans l'inconscient parce que de toute façon ça remonte pas. Enfin pour moi, enfin, je crois pas que ça remonte, des masses. Donc autant aller, travailler avec ces 10% là et puis dégommer et puis c'est largement suffisant, quoi. Mais de Ouais, effectivement de travailler au présent, quoi. ouais et puis l'autre chose qui, c'est qu'il y a pas que l'expérience de vie, il y a des Mmh. personnalités aussi. Mmh. Des enfants qui typiquement, parmi les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup d'introvertis. Quand on est introverti, on ne correspond pas déjà de base à ce que le modèle de société qui nous est transmis parce qu'on a plutôt des modèles d'extravertis qui nous sont donnés et puis, surtout, on va avoir déjà certains enfants dès la naissance qui ont, moins d'ouverture, moins de facilité à aller vers les autres, très, très jeunes. Alors on peut toujours aller chercher l'explication du pourquoi, mais il reste qu'il y a une part aussi liée à la personnalité, qui fait que, ben, cette personnalité-là aussi va avoir un rôle dans comment ça va se passer et va influencer l'histoire qui va se passer. Donc tout ça, c'est très complexe et moi, à titre personnel, je suis pas la seule à réfléchir comme ça. Je pense que en tant qu'enfant, on a tous vécu des traumatismes. C'est juste que certains ont vécu des traumatismes qui sont très violents et qui sont, entre guillemets, «reconnus» par la société, qui sont, ben, la les violences physiques, verbales, voire psychologiques. Psychologiques, on a plus de mal à les reconnaître, mais ça existe. Mais il y a des choses qui ont pu être des traumatismes qui, ne sont pas nommés comme tels parce que entre guillemets «c'est pas assez grave». Mais assez grave ou pas, ça fait qu'à un moment, en tant qu'enfant, vous avez pris cette décision, par exemple, de se dire: «Quand je me montre tel que je suis rejeté par les autres». Ça peut être dans la cour d'école, hein, ça peut être des choses simples et du coup, bah, je prends cette décision à ce moment-là de plus me montrer tel que je suis et bah, du coup, derrière, on développe tout un comportement qui finit par un syndrome de l'imposteur à l'âge adulte ou même beaucoup plus tôt que l'âge adulte, d'ailleurs. Donc voilà, même sans passer par là, on peut quand même, comprendre enfin avancer, sur ces problématiques-là en décidant de fonctionner autrement aujourd'hui et en mettant d'autres comportements en place. Et du coup, je pense qu'on va pas tarder à conclure parce qu'on a fait un beau 42 minutes et je pense qu'on pourrait y passer encore des heures. Il y a Heu, juste vas-y, vas-y, il y a vas-y. la dernière question de Christelle qui demande: «Vous travaillez en synergie ensemble avec vos 2 approches?» Oui. Oui, Enfin, c'est-à-dire que ça dépend en fait des personnes, pour les personnes qui sont dans mon programme, qui ont des problématiques à travailler qui sont plus, dans le champ de Nathalie, ben, elles vont travailler plus avec Nathalie et comme Nathalie en plus, renforce ses outils, elle aura certainement encore plus de gens qui travaillent avec elle. Donc voilà, effectivement, on travaille ensemble. Ouais et du coup, ben, j'en profite pour vous expliquer, si dans ce qu'on vous a dit là, ça vous a parlé, ça vous a touché et que vous sentez que pour vous, c'est le moment de passer à l'étape supérieure, de laisser ces peurs derrière vous, que vous avez envie de creuser un petit peu plus le sujet, je vous mets le lien ici, mais vous l'avez aussi dans le mail que vous avez reçu. Moi, j'offre un appel diagnostic, pour prendre le temps de voir votre situation personnelle, qu'est-ce qui se passe et si vous avez envie d'aller plus loin, voir si effectivement je suis la bonne personne pour vous aider, ainsi que Nathalie, puisqu'elle fait partie de l'équipe. On a une troisième femme formidable avec nous, qui n'est pas là aujourd'hui, mais et donc ça, c'est de mon côté. Nathalie, est-ce que toi, tu as un lien à partager? Si vous avez senti que vous avez envie de travailler plus spécifiquement avec Nathalie, bah, oui, j'ai un lien partagé. Il faut juste que j'aille le chercher. Donc alors, en un attendant que instant. Nathalie cherche son lien, est-ce qu'il y avait une dernière question? Est-ce qu'il y a autre chose sur quoi vous auriez aimé un éclairage? On sera ravis de répondre à une dernière question. Voilà mon lien. Je viens de le copier-coller dans le chat aussi, où je décris mon accompagnement dans les grandes lignes. Après, si vous ne reconnaissez pas 100% dans ce que je décris, c'est pas très grave. Oui, Voilà. sachant que de la même manière, et Nathalie et moi, on donne des grandes lignes dans ce qu'on propose parce qu'il faut bien que vous sachiez de quoi il est question, mais on s'adapte toujours aux personnes qui viennent vers nous parce que bah, le sujet, c'est que vous terminiez ces accompagnements en vous sentant libéré, donc, et pas en étant rentré dans une nouvelle case. Ça n'aurait pas de sens. Mais voilà. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Nathalie? Non, non, ça va, j'ai dit les choses importantes que j'avais envie de dire pendant ce live. Mmh. Ouais, ben, honnêtement, on pourrait en parler super longtemps parce que
C'est un sujet où il y a tellement à dire. En fait, il y a plein de situations qu'on n'a pas évoquées, mais qui arrivent au même résultat final de se sentir avec soit une mauvaise estime de soi, soit un syndrome de l'imposteur, soit les deux. Souvent, les deux vont ensemble. Et donc, on ne les a pas toutes détaillées. Et si votre situation exacte n'était pas précisée ici, mais que vous voyez le lien, c'est chouette. Si vous ne le voyez pas et que vous avez envie d'un éclaircissement, que vous êtes trop timide pour le téléphone, on a des adresses mail aussi. Moi, je suis contactable à aurélie@syndromeimposteur.fr. Je vous mets là pour ceux qui ont envie de m'écrire, qui auraient une question. C'est avec plaisir. On a des sites internet syndromeimposteur.fr pour moi, de mon côté, ça c'est sûr. Nathalie, je ne sais pas si tu as un contact à laisser s'il y a une question. Justement, je suis en train de taper mon adresse mail, sinon on me retrouve facilement sur mon site qui s'appelle jeconstruismonbonheur.com. Mmh. Hop, ah zut, j'ai pas mis à tout le monde. Je recommence pour remettre mon adresse mail. Tac, Vas-y, vas-y. Et moi, heu, de mon côté, je pense que je vais, dans pas longtemps, reproposer un mini coaching de groupe. J'avais fait ça l'année dernière, on avait eu des magnifiques résultats. On avait fait, je crois, 3 coachings de groupe, plus une formation à côté. Et on avait été assez étonnés tous du résultat qu'il y avait eu en aussi peu de temps. Donc, je me suis dit, mmh, au départ, j'étais partie pour relancer un truc beaucoup plus long. Je me suis dit, ça, c'est l'été qui vient là. Lancer un truc sur 2 ou 3 mois, c'est mort. Donc, plutôt en 3 semaines, je pense que ça peut être plus adapté. Donc, si ça vous intéresse, guettez vos mails. J'envoie bientôt quelque chose pour vous proposer ça. Les tarifs de coaching, ça dépend de ce que tu veux faire exactement, Anne-Gaëlle, de ta situation. C'est pour ça, c'est un peu compliqué de te répondre comme ça directement. Nathalie, toi, tu veux répondre? moi, mes tarifs sont sur, le lien que j'ai donné, donc du coup, c'est vrai qu'Aurélie propose une offre packagée, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi, c'est soit 120 € la séance qui dure 1 heure et demie, sinon vous pouvez aussi acheter un pack de 5, et la séance revient à 110 € et mes séances durent environ 1 heure et demie. Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu à tout? En tout cas, vous avez été, une trentaine là aujourd'hui. On voit que le sujet, ça parle à pas mal de monde. On est pas mal à avoir, vécu des choses, pas si faciles à digérer et à en parler aussi. Parce que, Mmh. moi j'ai compris il y a pas très longtemps qu'en fait, je crois qu'un des sujets qui me passionne, c'est, les souffrances cachées en fait. Mmh. C'est-à-dire les gens qui ont la souffrance discrète, qui disent rien, mais qui, c'est pas facile quand même, qui ont tendance à serrer les dents, mais au fond, ça va pas. Mmh. Donc je crois que ça c'est le truc qui me touche le plus. Forcément, ben, quand on a été un enfant qui a vécu ce genre de choses, sans avoir osé en parler, sans avoir jamais rien dit ou toujours dans des cercles très privés, ben, ça n'aide pas à avancer. Exactement. OK. Bon, ben, on vous laisse ici. Merci, pour ce temps ensemble et je mettrai sur YouTube, dès que c'est possible. Merci Karine, merci Christelle, merci Anne-Gaëlle, Alison. Belle journée à toutes. À Merci bientôt. Aurélie. Merci. À bientôt. À bientôt.